La marche était lourde et automatique, le soleil dur, la nuit d'un froid coupant. Pas de plaisir dans le paysage changeant, dans la nature animée. Seule la cadence régulière, hypnotisante, leur faisait oublier les courbatures, ampoules, grelottements et fatigues. Le poids du nécessaire semblait immense, mais nul, par orgueil, n'aurait avoué vouloir s'en défaire. La gourde se passait de l'un à l'autre, sans que mot ne soit dit. La quête de leur idéal n'offrait plus la joie des premiers jours, celle qui donne l'impression que l'on est invincible, qu'aucune force ne peut entraver le mouvement d'un cœur résolu. Ils n'avaient rien vu d'estimable, rien encore découvert qui force l'admiration, qui marque leur histoire, laisse une trace à ceux qui vous suivent. Dire qu'aucun d'entre eux n'a pensé à revenir, à retrouver leur maison, à rentrer s'agenouiller devant le Père, implorant grâce pour leur âme prétentieuse, puis goûter au sein maternel, retrouver la volupté perdue d'une terre natale, serait faux. Non, l'idée passa dans la tête, dans les muscles, dans le ventre, mais pas par la bouche, car le premier lâche doit avoir au moins le courage de sa lâcheté. Comment ne pas les comprendre? C'est le lot de bien des hommes de s'être fait bercer par d'épiques récits, des découvertes uniques, des aventures héroïques. Mais ces orateurs avaient-ils pu apporter la preuve de ce qui les avançait? Non. Eux, ils avaient été crus sur parole, par la foi, diront certains, mais surtout par cette folie que seule la jeunesse sait porter, ce droit universel de faire ses propres expériences, car il existe des lieux que la raison ne peut connaître, et c'est d'abord par le corps que l'on apprend. Cependant, ces règles ont un prix, par leur marque indélébile sur la peau et l'esprit de ceux qui les appliquent. Pourtant, lorsque le point de rupture nous rencontre, que nous lui faisons face, alors quelquefois se découvre une énergie nouvelle, capable de multiplier l'effort déjà fourni. Exténués, les ressources au plus bas, seuls perdus au milieu de l'immensité, en dehors des chemins tracés, sans vie humaine, sans même l'idée d'une vie humaine, Étienne fit arrêter le groupe. Il se mit sur un rocher imposant qui longeait le parcours et prit la parole, tel David à Soko devant les Philistins. « Êtes-vous ici parce que l'on vous a promis que vos noms seraient inscrits dans un livre d'éternité ou qu'une statue d'airain vous serait construite dans chaque ville de ce pays? Êtes-vous ici et de cette confrérie pour y gagner votre poids en or? Êtes-vous ici parce que vous pensez que de votre langue et par votre main vous serez amenés à conduire des myriades d'hommes ?» Montrant alors du doigt toute l'assemblée, « Si c'est cela qui brûle en vous, alors posez vos sacs, essuyez vos visages sales et vos mains pelées, puis rentrez chez vous. Par contre, si c'est par amour de la liberté que vous marchez, transportant sur vous les maigres richesses qui sont aussi celles de ton frère, de ta sœur, si c'est la vérité qui vous bouscule et la connaissance qui vous assoiffe, alors restez, continuez à marcher d'un même élan, car c'est en homme libre que vous marchez. » Tous se mirent alors à crier d'approbation. « Nous n'avons ici ni roi, ni prince, ni seigneur. Qui ici a plié le genou pour un seul homme? À quelle loi tyrannique devez-vous vous soumettre? Avons-nous des geôles? Avons-nous des fouets? Ou encore des cordes pour étrangler? Bien sûr que non, et nous n'en aurons jamais. Voilà pourquoi nous marchons, voilà pourquoi nous creusons, voilà pourquoi nous parlons. » Les mêmes cris d'allégresse se firent à nouveau entendre. « Le temps du repos est venu. Voici, nous allons nous poser, et demain, oui, demain, nous irons nous installer dans les profondeurs de cette forêt. » Ils dormirent donc à la lisière de la forêt. Les plus avantagés dormaient dans des tentes, et les autres à même le sol, regroupés autour d'un feu. Étienne, qui avait la possibilité de dormir dans une tente, laissait régulièrement sa place à d'autres n'ayant pas ce privilège, sous la forme d'un tournu. Ils étaient une trentaine de personnes regroupées dans ce qui se faisait appeler la confrérie des creuseurs. Cette association était née suite à l'appel de Béranger, un texte dont l'auteur n'a jamais pu être identifié. La paternité a toutefois été donnée à un prêtre déserteur, un antique personnage, ou encore un collectif de philosophes.
Peu importe, puisque le texte, relativement court, promouvant la liberté individuelle, la fin de la royauté et l'amour de la connaissance, s'était répandu dans l'Europe entière. Copié, traduit dans la clandestinité, il circulait sous le manteau puisqu'il n'avait pas eu l'autorisation de diffusion, imprimatur qui n'aurait jamais été obtenu dans la mesure où il remettait clairement en cause l'ordre établi. Ainsi, à sa simple lecture, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées en différentes confréries, naissant çà et là sans aucune centralisation. Étienne était le chef de ces hommes, quoiqu'il préférât le titre de guide. Très charismatique, grand, le corps à la musculature de lutteur, des yeux marrons comme incrustés, une mâchoire forte, une barbe entretenue, un front comme les murailles de Jéricho, un nez fier et pesant, il parlait avec l'entièreté de son corps, tel un artisan travaillant passionnément son ouvrage. Bourgeois, né de bourgeois, il aurait pu reprendre sans emphase le commerce prospère de son père, mais inspiré par l'appel de Béranger, dont il donnait une parfaite explication, il avait rejoint les premiers révoltés de la région. Leur conversion s'était faite par étapes. Dans un premier temps, ils se rencontraient secrètement quelques soirs de la semaine, partageaient quelques pensées, lisaient des lettres prohibées ou même sacrées, partagées entre entités distantes. Ces textes étaient le plus souvent de leur propre production. Ce n'était pas l'interdit qui exaltait l'âme de chacun d'entre eux, mais bien la possibilité d'exercer sans censure leur intelligence sur tous les sujets. Politiques, religieux, sociologiques, biologiques, physiques, mathématiques, etc. Toute hypothèse était possible, et nulle idée n'était bannie a priori. Cependant, même devant une conclusion erronée, le sérieux, la démarche et la verve de chacun nous auraient forcés au plus grand respect. La réunion commençait par une question libre à porter sans formalisme, fût-elle enfantine en apparence. Chacun prenait ensuite quelques minutes pour y réfléchir. Une fois le temps écoulé, était mis au vote le fait d'y répondre ou non. Ils appelaient cela la mise à l'épreuve de la question. En effet, celle-ci aurait pu être vue comme un non-sens, ou peut-être une réponse satisfaisante avait-elle déjà été donnée, ou plus simplement l'intérêt du plus grand nombre n'y était pas. Une fois la question qualifiée, un temps de méditation était posé durant lequel tout un chacun pouvait parfaire son argumentaire. Dès lors, le débat avait lieu sans autre limite que la fatigue, ou plus rarement l'épuisement du thème. Pour exemple des débats avancés, s'étaient trouvés les questionnements suivants. Pourquoi mangeons-nous à plusieurs? Est-ce que la religion seule doit décider des lois? D'où vient la légitimité du roi? Tout peut-il s'expliquer? Existe-t-il dans la nature des carrés parfaits? Pourquoi dormons-nous? La question qui avait exalté le plus l'esprit de ce groupe était la suivante. Pourquoi sommes-nous fascinés par le feu? Une fois l'échange terminé, le maître de cérémonie apportait le texte choisi à la lecture de tous, et chacun s'en retournait dans sa maison, riche de ce qu'il avait pu redessiner une partie du monde. Tous les participants n'avaient pas persévéré. En effet, plus de la moitié avaient décidé d'abandonner le groupe pour se réinscrire dans leur quotidien. Bien que conscients de la fécondité de ces échanges, ces démissionnaires s'étaient le plus souvent contentés d'être sympathisants, trop souvent pris de vertige par les conséquences de cette nouvelle vie. Plus tard, en écho à d'autres des leurs, ils décidèrent de se lancer dans des opérations de recherche de vestiges en quête de connaissances et de sagesses anciennes. Certains d'y trouver une partie des réponses. Pour cela, ils brisèrent l'interdiction de creuser imposée par les lois, entreprenant ces opérations près de leur ville. À ce titre, ils avaient été plusieurs fois arrêtés et punis. Aussi, depuis maintenant 2 années, ils opéraient loin de toute civilisation, devenant ainsi autonomes et nomades. Tous souffraient de cette vie de fuite. Mais cette fois, Étienne avait un plan. Il s'installerait en plein cœur d'une grande forêt pour y loger, se reposer, construire des réserves alimentaires, puis partirait par petits groupes en différentes saisons pour explorer la terre avant de revenir à ce lieu de ravitaillement. De la sorte, il pourrait explorer les profondeurs d'un plus grand territoire et en cas de menace, seul un petit nombre d'entre eux pouvait être pris, assurant ainsi un avenir au reste de la communauté. Après 2 jours de marche dans la forêt, Zabulon, s'approchant d'Étienne, tint les propos suivants. « Maître,
Cela fait maintenant 2 jours que nous marchons, et nos réserves d'eau sont au plus bas. Les hommes n'hydratent plus les bêtes par crainte pour leur vie, et Dathan ne retient plus sa langue pour discréditer ton autorité. » Étienne pesta. « Je sais. Je ne m'imaginais pas un seul instant qu'au sein de cette forêt verdoyante, nous ne trouverions pas le moindre cours d'eau. Regarde-moi ces chênes, ils vont bien chercher l'eau quelque part. Préviens tout le monde qu'au prochain arrêt, je parlerai. » Ce n'était pas une forêt difficile, pleine de ronces, de pentes ardues et d'animaux sauvages. Non, rien de tout cela. Les arbres, entourés d'une mousse verte, étaient dispersés à bonne distance pour permettre le passage de notre caravane. Au sol, un compost délicat amortissait le pas volontaire de tout un chacun, et pour agrémenter le tout, de jolies clairières naturelles se présentaient çà et là comme lieu de pause ou de repos nocturne. C'est justement en l'une de ces places qu'Étienne prit la parole d'un ton grave. « Chers amis, je mesure en tout point la gravité de la situation. Sans eau, nous mourrons. Les faibles réserves qui sont les nôtres nous permettront à peine de sortir d'ici sans que la tête nous tourne et que nos corps s'effondrent. Une forêt si verte et nulle eau pour s'abreuver. Aussi je vous propose que nous nous réunissions tous selon notre art pour trouver une solution. »« Il t'est facile de parler, » cria Dathan. « Seul tu décides de nous amener ici, et une fois perdu, tu en appelles à la confrérie, le montrant du doigt. Tu es responsable de ce qui nous arrive, et au moins la décence de le reconnaître, sans évoquer quelque causalité entre le vert et le bleu. »« Reste à ta place, » répliqua Zabulon. « La proposition a été mise au vote, et tu l'as acceptée. »« Quoi, Étienne » dit Dathan d'un ton méprisant en le regardant. « Tu es incapable de répondre seul ? Il faut que ce soit ton enfant, ou plutôt ton marchepied, qui le fasse pour toi ?» Il disait cela pour se moquer, car Zabulon n'était pas très grand et passait beaucoup de temps aux côtés d'Étienne. « Est-ce le moment de régler tes comptes ?» demanda Étienne. « Avons-nous ce loisir de pouvoir encore nous diviser ? Parlons donc tous ensemble, puisque nous en connaissons l'exercice. » Ils se mirent alors tous en cercle, et une première personne proposa « Pourquoi ne pas envoyer plusieurs binômes en différents lieux de la forêt pour y trouver un ruisseau ? En petit nombre, nous pourrions contrôler un vaste espace. Quant aux plus fatigués, ils resteraient ici. C'est impossible que nous ne trouvions pas d'eau. Nous devrions aussi préparer des réceptacles en cas de pluie afin d'augmenter nos réserves, dit un autre. Les réserves, c'est quand tu as déjà pour toi. Nous pourrions nous hydrater du sang des animaux, fit un autre. Quelques-uns se mirent alors à dire en riant « Et pourquoi pas notre urine ?» Étienne dit sévèrement « Je vois que nous avons encore bien des forces pour rire. Mais il est important que nous conservions cette tenue qui fait l'honneur de notre maison, à savoir qu'aucune idée n'est a priori méprisable. Nous avons cette intelligence qui manque à ce siècle, et je ne voudrais pas la voir partir en ces temps difficiles. Et à titre personnel, je trouve l'idée fort intéressante. » Alors la discussion s'anima, et tous participaient. « Pourquoi ne pas creuser ?» dit l'un. « Creuser est fatigant, et vu ce qu'il nous reste, nous ne pourrions faire guère plus de 2 ou 3 trous, sans compter les racines, » lui fut-il répondu. « Je connais une méthode pour trouver des sources d'eau souterraines, » marmonna timidement un jeune homme. Tous firent alors silence. « Oui, c'est un don que j'ai depuis que je suis enfant. À l'aide d'un bois en Y, mon corps réagit à la présence d'eau sous terre. » Celui qui parlait ainsi s'appelait Gaétan. Il venait de passer en quelques secondes de la personne la moins visible du groupe à la plus audible. « C'est quoi ? De la sorcellerie ? La sorcellerie, c'est l'argument de ceux qui ne savent pas et ne veulent pas savoir. » Et puis après, si cela marche ? « Non, rien. Nous risquons juste la mort, » dit l'un d'entre eux de manière sarcastique. « Soit, » s'exclama Étienne. « Eh bien, toutes ces idées me semblent excellentes, et puisqu'elles ne peuvent s'exclure, que chacun puisse donner son avis en votant. » 3 propositions, à savoir la mise en place de petites formations de recherche, la consommation de sang et la recherche de sources, furent validées à l'entière majorité. Quant à la consommation de l'urine, elle fut rejetée de justesse. Dans la minute qui suivit, 8 volontaires se présentèrent, dont Zabulon, pour prospecter, se mettant par 2. Ajoutez à cela
3 se distinguèrent comme chasseurs en quête de gibier, et l'on donna à Gaétan un bâton en forme de Y. Les autres, ils se tinrent disponibles avec leurs pelles pour creuser au besoin au point indiqué par le sourcier. Alors que tout ce petit monde était prêt à accomplir sa tâche, le jeune Guillaume dit avec simplicité « Pourquoi ne pas prier ?» Cela eut le même effet que le bruit d'un vase précieux se brisant sur un sol en marbre. Étienne prit alors la parole. « Pourquoi mettre Dieu dans tout ce qui nous arrive? Si j'égratigne un arbre, qui en demande la guérison? Et ne se guérit-il pas de lui-même? Et lorsqu'il est guéri, fait-il quelque reconnaissance? Lorsque nous mangeons, est-ce que les plats disparaissent si nous ne rendons pas grâce? Le blé arrête-t-il de pousser avant la bénédiction de la récolte? Le cerf demande-t-il la permission à Dieu avant de manger l'herbe qu'il foule? Si nous prions ici et que nous nous en sortons, Dieu sera loué. Mais si nous périssons, qui maudira Dieu pour nous? Dans notre histoire, il ne peut pas perdre, que nous mourions ou bien que nous vivions. Ils décidèrent donc de ne pas invoquer l'Éternel. Rendez-vous fut donné à ceux qui partaient pour le lendemain à la même heure. Gaétan commença alors la prospection. Comme il en avait déjà fait l'expérience, son bâton se mit à vibrer au-dessus d'un espace vert qui ne présentait rien à première ni même à seconde vue de particulier. Dès lors, un groupe armé de pelles se mit à creuser. On pouvait compter parmi eux Étienne qui ne s'économisait pas à la tâche. Pendant ce temps, Zabulon et Caleb, d'une marche tonique, avançaient en plein cœur de cette végétation. « C'est impensable que les animaux de cette forêt ne s'abreuvent pas. La seule explication est que nous ayons longé une rivière, » dit Zabulon. Ruminant sur ce constat, il eut soudain une idée. Bien qu'étant pris par le rythme imposé de la course, celui-ci se mit à scruter la présence d'animaux. Quand tout à coup, il vit à quelques mètres de lui un magnifique renard, marchant tranquillement. Il prit alors le bras de Caleb pour l'arrêter, et par l'index porté sur la bouche lui fit comprendre de se taire. Une fois son ami arrêté, il tenta une approche arrière vers l'animal qu'il attrapa par surprise. Tenant son museau d'une main, et par l'autre le corps de l'animal collé contre son torse, il cria à Caleb, comme un pêcheur en plein harponnage, « Donne-moi une cordelette, vite, vite !»« Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui dit Caleb en lui tendant l'objet sorti de son sac. « Ce n'est pas à nous de nous charger d'animaux pour en consommer le sang. »« Tu vas comprendre, » répondit Zabulon, alors qu'accroupi, il passait la laisse au canidé apeuré qui cherchait par tous les moyens à fuir cette désagréable situation. « Donne-moi du pain, » dit-il tout en caressant l'animal. « Tiens, » dit Caleb étonné, en lui tendant un trognon de pain. « Je te rappelle que notre mission n'est pas de sympathiser avec les animaux de cette région. »« Regarde comme il est mignon, » dit Zabulon, lui envoyant des bouts de pain à gauche puis à droite, tout en lui caressant la tête, comme nous l'aurions fait avec un chien domestique. Il ajouta « Donne-moi la gourde d'eau et tout notre sel. » Caleb, sceptique, lui tendit la gourde faite en panse de brebis. « Bois, » lui dit Zabulon, « car c'est la dernière fois que tu boiras avant que nous trouvions une source d'eau. »« C'est de la folie, tu veux nous voir mourir en premier ?» s'exclama Caleb. « Bois, te dis-je, » répondit Zabulon, continuant de jouer avec le renard sans même regarder Caleb. « Voilà, » lui dit Caleb d'un ton sec, après avoir bu 3 ou 4 bonnes gorgées. Zabulon saisit la gourde et en but à son tour. Puis il prit le sel, en mit sur le pain et le reste dans la gourde, qu'il secoua alors vigoureusement. Il continua alors à distribuer ce pain nouvellement salé au petit animal qui le consommait avec le même plaisir ludique. Une fois le pain terminé, Zabulon, certain que son compagnon avait soif, lui donna à boire l'eau suffisamment salée pour donner soif, mais pas assez pour écœurer. « Tu vois, » dit calmement Zabulon, « ce petit animal connaît mieux les points d'eau de cette forêt que nous. Avec l'appel assoiffé que son petit corps lui communique, il va directement nous conduire à l'objet de notre quête. » Le renard comprit alors rapidement que plus d'eau n'était à disposition, et emprunta avec assurance une nouvelle direction. Nos 2 compères suivaient ce petit renard comme Israël suivait la colonne de nuée dans le désert. Avait-il besoin de s'arrêter? Zabulon et Caleb s'arrêtaient. De courir? Ils couraient. De marcher? Ils marchaient. Pendant ce temps, au camp provisoire, Étienne et les autres, pleins de sueur, continuaient leur percée. Ils avaient bien foré plus d'1,50 m et la terre qu'ils relevaient ne tenait aucune promesse d'eau.
Gaétan restait assis, inquiet que rien ne vienne avérer sa prédiction après plusieurs heures de labeur. Étienne s'arrêta et demanda alors à Gaétan de vérifier à nouveau le lieu indiqué. Aussitôt, Gaétan reprit son bâton, entra dans le trou dégagé. Il ferma les yeux, sembla murmurer quelques paroles, puis tint le bois à la verticale. Celui-ci se mit à vibrer avec encore plus d'amplitude et de vitesse que la première fois. Certains se mirent à rire en disant « Son bâton sert à mesurer la peur. Ou peut-être qu'il vieillit plus vite que nous. » Gaétan regarda Étienne en lui confirmant la présence d'eau. Tous les creuseurs reprirent alors de plus belle. C'était le crépuscule. Les forêts ont cette qualité d'absorber encore mieux la lumière qu'un horizon déclinant. Caleb et Zabulon, assoiffés, essoufflés, fatigués, étourdis, continuaient de se laisser guider par le petit animal sans en voir le bout. De par son état semi-inconscient, Caleb ne pensait même plus à la situation. Il en aurait certainement ri, à défaut d'en pleurer, lui le creuseur, lui qui croyait en l'homme, à la puissance de l'intelligence et de la raison. Là, ils cherchaient leur salut en un animal, en une espèce inférieure, et cela sans preuve, sans une expérience passée. Une pauvre théorie faite en situation. Quant à Zabulon, il commençait lui-même à mettre en doute son hypothèse. Comment était-il possible d'être aussi loin d'un point de ravitaillement? Souvent, lorsque les pensées les plus noires prennent possession de l'âme, la dernière persévérance parvient à en éclairer l'ensemble. Mais ici, il n'était pas question de témérité. L'effort ne tenait que par cette négation. Il n'y a rien d'autre à faire que marcher. Et alors que la nuit allait sonner la fin de l'exercice, l'animal accentua sa cadence pour se poser devant ce qui était un petit filet d'eau sortant de la terre. Caleb, comme revigoré, chassa le renard d'un coup de pied, se coucha près du flux d'eau, la bouche grande ouverte, tel un piège tombant sur un rongeur. Il garda cette position plusieurs minutes sans que l'on puisse voir un soupçon d'eau sortir de lui. Une fois désaltéré, il se tourna sur le dos, expulsa une partie du liquide ingurgité, comme un noyé sorti de la mer, et émit un grand cri qui mêlait à la fois le soulagement et la souffrance. Zabulon, plus calmement, laissa son petit compagnon de route se délecter tout en lui caressant affectueusement le corps. Bien entendu qu'il avait soif, mais ce besoin s'éclipsait presque en totalité face à la jouissance d'une victoire, de sa victoire. Ce n'était pas de ces victoires que l'on accroche entre enfants ou jeunes éméchés, dont le seul risque est d'entacher une crédibilité tout juste naissante. Non, l'enjeu ici était le plus noble qui soit. Il était question de vie ou de mort. Alors qu'Étienne et d'autres continuaient de retirer une terre visqueuse et lourde, arrivèrent les 3 chasseurs avec 2 biches vivantes, mais blessées aux pattes. Ils entrèrent dans la clairière tels des héros sous les acclamations de tous. L'endroit avait déjà été aménagé par ceux qui ne perçaient pas le trou. Tente montée, feu au centre, réserve de bois préparés, débroussaillage d'une rangée pour ceux dormant à la belle étoile. Étienne les accueillit fraternellement. Enfin, une des premières solutions portait ses fruits. Mais encore fallait-il saigner les bêtes. La chose fut faite, et nous ne décrirons pas ici les rairements, puis les râles, les spasmes, la couleur et la température du sang. En ce début de nuit, 12 litres de sang avaient pu être extraits. Dathan fut le premier à apporter son palais et but à pleine gorgée sans exprimer ni le moindre dégoût ni le moindre plaisir. Tour à tour, chacun se mit à consommer. La rencontre avec le breuvage ne fut pas la même pour tous, car plus d'un consommateur sur 2 rejetait le tout à peine l'estomac atteint. Blaise, le seul savant de la troupe, s'approcha d'Étienne et lui dit « Les hommes ne mangent plus de viande, si ce n'est à Pâques, et encore. Notre organisme n'est pas prêt pour un tel changement alimentaire. Notre corps rejette le mets, et avec il y ajoute la bile de notre estomac. Pour ceux qui ne supportent pas, leur état est maintenant pire qu'avant. Et pour ceux qui supportent cela, de toute évidence meilleur, mais faut-il que certains périssent pour que d'autres puissent vivre ? C'est cela où nous mourrons tous, dit sèchement Étienne, quittant Blaise. Puis, revenant vers lui, il ajouta « Quand bien même un seul survivrait. Un seul. » Étienne fit donner à boire à tous ceux qui avaient vomi jusqu'à épuisement des réserves, et tous se couchèrent.
Zabulon était allongé sur le sol aux côtés de Caleb, l'esprit léger. Tous deux, couverts d'une couverture de laine, à quelques pas de la source et de leur nouveau meilleur ami, échangeaient quelques banalités. « Il n'y a jamais de vent dans cette forêt, » dit Zabulon. Caleb répondit « Il doit être arrêté par les arbres. » Ralenti, certainement, mais arrêté, ce serait quand même étrange. Sans vent et sans pluie, idéal pour dormir, qui va s'en plaindre? Tu penses garder le renard? Ouais. Il faut lui trouver un nom, alors. J'y pense. Appelle-le Cheval, proposa Caleb. Un renard, cheval? Imagine, à la réunion des penseurs, lorsque ton tour viendra. Tu diras, mon petit cheval est un renard. Stupéfaction, sauf pour Blaise, qui ne pourra s'empêcher de dire avec sa voix grave quelque chose comme « Qu'est-ce qu'un cheval? Qu'est-ce qu'un renard? D'où vient le fait que nous ségrégeons en catégories sous le joug officiel des modèles imposés? Ne faudrait-il pas examiner les classifications au regard d'observations entendues et vérifiables ?» Et comme d'habitude, tous partiraient dans un élan interminable, sur le rôle du cheval dans la société, les possibilités reproductives entre un renard et une jument, la différence de taille entre le plus petit poulain et le plus grand renard, l'existence de chevaux à poil roux, et j'en passe. Tu tiendras ta langue tout l'examen fait de ton affirmation, puis, une fois tout un chacun à court de mots, tu leur diras « Oui, mon renard s'appelle Cheval. » Ce serait énorme, dit enthousiasmé Caleb. À voir, dit Zabulon en faisant la moue. Puis il ajouta « Tu vois, c'est pour cela que l'on n'a jamais trouvé d'eau. Car elle sort par petits flux, guère plus épais qu'un doigt et montant à moins d'une main. Cela ne fait pas de ruisseau, tout juste une petite flaque que cette terre poreuse absorbe rapidement. Tu verras demain. Nous remplirons les 7 gourdes laissées et nous serons accueillis comme des héros. » Soudainement, Caleb se mit à éclater de rire. « Excuse-moi, c'est nerveux !» riant encore de plus belle. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, » rétorqua Zabulon en haussant les épaules. « Pour être reçus comme des héros, il faut rentrer. » « Évidemment. »« Et pourrais-tu me dire si l'un de nous deux a souvenir du chemin de retour ?» Caleb se mit alors à avoir le hoquet. Zabulon se mit alors à rire à son tour, puis dit « Dormons. Demain, nous risquons d'avoir plus de route que prévu. » Le lendemain matin, l'humeur de nos 2 compagnons avait perdu le pétillant de leur veillée. Après avoir rempli leur ventre et les gourdes qui leur avaient été confiées, ils commencèrent à essayer de se rappeler l'orientation de l'ombre des arbres à leur arrivée, afin d'en déduire leur direction. Le trajet commença ainsi, il continua ainsi. Tout fut objet à raviver une mémoire perdue, la boule au ventre de faire le mauvais choix. Sachant que le propre du doute est de questionner, ainsi tout procédait d'une question, débutant par « N'a-t-on pas déjà vu ?» ou « N'est-ce pas le ou la que ?» ou encore « Es-tu sûr ?» Dans ce jeu de pistes, Cheval ne trottait pas, ne galopait ni même ne hennissait. Tout juste s'arrêtait-il pour réaliser quelques figures nécessaires à son bon transit. Tenu par la cordelette de ses débuts et rattaché à la ceinture de son maître, il les suivait dans cette aventure, comprenant la situation aussi bien que les disciples comprirent la parabole du berger et des brebis. Finalement, à force de souvenirs exploitables, d'un bon sens de l'orientation et d'une certaine réussite, ils finirent en fin de journée à proximité du camp. L'apercevant de loin, Zabulon se drapa intérieurement du sérieux de celui qui va recevoir le triomphe romain. Ils allaient arriver, les hommes et les femmes seraient à terre, assoiffés, désespérés, agonisants, et eux, les gourdes pleines d'eau, déverseraient cette médecine sous les acclamations des plus robustes. Leurs noms seraient ensuite scandés pendant des heures, une statue leur serait faite et leur génie serait raconté d'éternité en éternité. On compterait les exploits de Zabulon, Caleb et Cheval qui sauvèrent une tribu et changèrent à jamais la face du monde. Cette fantaisie qui s'animait dans l'esprit de Zabulon allait vite s'estomper. En effet, en arrivant à la clairière, quelle ne fut pas leur surprise de voir des rires, des chants, mais surtout une bataille d'eau. L'effervescence des lieux donnait l'impression d'un mariage dans lequel le vin coulait à flots.
Pendant qu'il regardait cela effaré, un des joueurs, qui en poursuivait un autre avec une casserole d'eau, passant à côté, en profita pour renverser l'intégralité de son contenu sur la tête de Zabulon. Toujours à la bordure de cette clairière, sonné, trempé, il se mit accroupi, sortit de l'eau à portée et en but. Étienne, un large sourire sur le visage, vint à leur rencontre. « Alors, les derniers, nous avions fini par vous croire perdus. Les amis, ce puits est plein d'eau avec une profondeur de moins de 3 mètres. Vous vous rendez compte ?» Voyant que Zabulon ne réagissait pas, il décida de changer de thème. « Sympa, votre petit renard. »« C'est cheval, » marmonna Zabulon sans regarder Étienne. À ce moment-là, Étienne voulut corriger, car il avait bien vu que c'était un renard, mais sentant une certaine nervosité, il ne releva pas le poing et partit vers d'autres rencontres. De bon matin, alors qu'il était couché avec Zabulon, Étienne lui dit « Je pense rejoindre la communauté de Nao afin de faire avec eux des alliances et autres échanges. Il nous manque ici bien des denrées, et la nourriture que nous consommons n'est pas bonne à long terme, car la viande se digère très mal. Maître, ne faudrait-il pas que tu organises les missions de recherche au préalable ? Pourquoi m'appelles-tu encore maître ? Je veux qu'aucun d'entre nous ne se fasse appeler maître, directeur ou encore conducteur. C'est pour la liberté que nous nous sommes libérés. La liberté retire-t-elle à celui qui l'a prise le droit de s'en défaire quand il trouve devant lui une colonne ? C'est vrai, dit calmement Étienne, mais je ne suis la faim de personne, et je ne saurais jamais satisfaire celui qui s'attache à moi, quand bien même cela fut fait volontairement. Appelle-moi Étienne, finit-il très sèchement. Soudain, un grand cri se fit entendre en provenance de l'intérieur du camp. Étienne et Zabulon se précipitèrent alors à l'extérieur de la tente. Là, ils aperçurent à leur grande surprise Dathan, muni d'une corde nouée au bout, et un peu plus loin, un des leurs, de dos, torse nu, attaché à un arbre et de toute évidence, la source du hurlement entendu. Autour, pratiquement tous regardaient, silencieux, le spectacle. Alors que Dathan s'apprêtait à effectuer un nouveau coup de fouet, Étienne courut de toute son énergie pour intercepter le bourreau. Mais la distance était trop importante et l'homme gémit à nouveau. Cela n'arrêta en rien la course de notre homme qui plaqua au sol Dathan dans l'instant. Se levant après la glissade, le visage et le corps imprégnés de terre, il dit en appuyant sur chaque mot « Mais qu'êtes-vous en train de faire ?»« Il s'est endormi pendant son tour de guet !» fit entendre une voix à l'arrière. « Tu vois, au lieu de t'exciter sur moi, tu aurais mieux fait de te renseigner !» renchérit Dathan, qui se releva tout en frottant ses vêtements pour en retirer la poussière. Étienne s'exclama, méprisant « C'est cela ? C'est cela que nous sommes ? Des tyrans pour nous-mêmes ? Même ceux du dehors, dans leur violence, ne fonctionnent pas comme vous. Ne sommes-nous pas tous fatigués ? N'avons-nous pas le droit à du repos ? Est-ce les coups qui nous rendront meilleurs ? Plutôt que de réfléchir comme des hommes libres, vous agissez comme de petits princes égotiques. Vous vous réunissez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Je crains que vous ne vous soyez engagés pour rien. « Qui t'a donné l'autorité pour dominer sur nous ?» invectiva Dathan. « C'est ta bêtise qui pour ton salut m'a couronné. » Dathan pesta au fond de lui-même, mais n'osa rien dire, tandis qu'Étienne libérait le supplicié, lui rendant sa chemise en main propre. « La garde sera faite à 2 désormais !» cria-t-il avant de se rendre à nouveau dans sa cabane aménagée avec Zabulon. Il était aisé de tenir debout, et aux 2 longueurs se trouvaient les lits respectifs de nos 2 protagonistes. Étienne dit « Il paraît évident que ces imbéciles ne savent pas se gérer. Je crois cependant que je vais être amené à partir avant que nous puissions débuter les recherches. Nous manquons de trop de choses, et si cela ne tenait qu'à eux, ils passeraient leur temps à se divertir sans prendre conscience de leur mort assurée. » « Combien de temps vas-tu partir ?» demanda Zabulon. « Je pense bien 1 mois. Je veux que tu restes avec eux pour me faire rapport de ce qui s'est passé à mon retour. Suis les constructions et assure-toi que notre charpentier améliore ce qui est déjà conçu. Appuie-toi sur Caleb pour l'organisation et les débats. Il est impressionnant. N'arrête pas Gaëtan dans sa quête spirituelle. Tu pourras lui partager ma version du livre de l'Ecclésiaste s'il t'en fait demande. Méfie-toi de Dathan, car il s'est fortement opposé à moi.
Fais preuve de douceur avec Blaise. Il peut être fort utile pour nos réunions. Je lui ai demandé de nous amener à réfléchir sur la cité idéale. Que nul ne lésine à l'effort. Celui qui mange doit travailler, plus encore dans notre situation. Je partirai demain à l'aurore. Prépare-moi un âne. Je vais en donner maintenant la nouvelle et transmettre mes dernières instructions. En apprenant le départ imminent d'Étienne, Dathan eut tout le mal du monde à retenir sa joie. Les portes étaient grand ouvertes, ce qui s'annonçait déjà comme sa revanche. Le bonheur était tel qu'il choisit de jouir du moment plutôt que de fatiguer son esprit à quelques stratagèmes de conquête. Le lendemain matin, Étienne, l'âne à ses côtés chargé pour le trajet, salua tous ses habitants improbables et partit en direction de Lyon. C'était le jour où Agathe fut renversée par le taureau.